Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet, je dirais, relativement important d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire du matériau lithium, fer phosphate, qui est un des matériaux les plus prisés pour les matériaux d'électrode vis-à-vis des véhicules électriques. Et cet exposé va avoir, je dirais, deux aspects ou deux approches. J'essaierai de vous montrer un peu, bien sûr, la science qui est derrière tout ça. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on va couvrir pas mal au niveau structure, au niveau synthèse et au niveau application. Mais aussi, je crois que ce qui est très important dans cet exposé va être l'histoire en dessous de tout cela, au niveau de la propriété industrielle, tout ce qui s'est passé pour ce matériau. Alors, on va parler de ces composés polyanioniques. Ces composés polyanioniques, ils peuvent se représenter sur les structures indiquées ici, c'est-à-dire lithium 3, FePO4 3 fois, l'olivine, LiFePO4, des sulfates et ainsi de suite. Alors, quelle est la particularité de ces composés comparée à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, on a vu les oxydes dans lesquels on avait la liaison, je dirais, métal-ligande, qui était la liaison MO. Et bien, dans ce cas, la seule différence va être que l'oxygène, eh bien, il va appartenir à un polyanion qu'on appelle XO4N-. D'où il sera part de ce polyanion, et ça va changer pas mal de choses. Alors, ces composés sont intéressants pour certains aspects. Ce sont des structures très robustes, comme vous pouvez voir ici, avec des cavités très larges qui vont pouvoir accepter toute une panoplie de cations. Ils sont chimiquement stables. Également, ils sont composés, font partie de matériaux relativement abondants, mais il va y avoir des difficultés, c'est-à-dire que la conductivité électrique et ionique va être relativement faible, et les capacités, on va être pénalisé par le fait qu'on va utiliser tout simplement un anion qui est très lourd, XO4N-, qui va être, je dirais, un handicap au niveau de la masse, ce qui fait que les capacités finales seront moins importantes. Alors ces composés, eh bien, ils appartiennent à cette famille qui est bien connue, dont l'archéotype, si je peux dire, est la structure nasicone. C'est une structure qu'on appelle nasicone car c'est sodium superion conducteur, et cette structure est constituée d'une brique élémentaire, comme indiqué ici, avec, dans ce cas, bien 2 octaèdres qui sont connectés par 3 tétraèdres. Et 6 de ces unités vont être connectées entre elles pour former cette structure 3-dimensionnelle qui est très ouverte et dans laquelle vous allez pouvoir insérer toute une panoplie de cations, que ce soit lithium, sodium et autres. Et bien sûr, cela va conduire, je dirais, à un jeu ou une plateforme fertile pour la chimie de substitution, puisqu'on va pouvoir faire une quantité de composés à base d'éléments comme mentionné ici, le fer, le niobium, le titane et ainsi de suite. Et vous voyez que ces composés ont tous, ou de la plupart, ont une activité électrochimique. Cette activité électrochimique, lorsque vous la voyez ici, finalement, elle semble un peu archaïque, mais elle peut être classifiée par directement ce diagramme dans lequel je fais l'énergie et la densité d'état, où on voit les couples redox des différents métaux de transition dont je vous parlais. Et ça, eh bien, c'est une classification qui a été directement effectuée par John Godinoff et qui est bien connue sur ce qu'on appelle l'effet inductif. Et la question de savoir, cet effet inductif, c'est réellement quoi? Comment on peut le décrire pour les chimistes de façon compréhensible? Alors on peut le faire d'une façon, je dirais, en faisant appel à la structure de bande. Et là, je vais revenir avec des bases classiques d'électrochimie, dans lesquelles vous avez le niveau pour le lithium et le niveau antiliant de votre oxyde de transition. Et on va directement partir maintenant des diagrammes d'orbitales moléculaires, où on peut décomposer ces diagrammes d'orbitales moléculaires avec les orbitales moléculaires liantes et antiliantes. Voilà ce que l'on a dans le cas d'un octaèdre. Si je fais ça maintenant dans le cadre d'un tétraèdre, où maintenant j'ai tout simplement mes entités X, N+, avec mon oxygène ici, eh bien, j'ai tout simplement ce diagramme d'orbital moléculaire. Et bien sûr, si on veut faire maintenant le composé polyonique, c'est-à-dire le ligand et le métal, eh bien, on a ce diagramme d'orbital moléculaire indiqué ici, et vous voyez finalement que le résultat final, eh bien, c'est tout simplement que ces polyanions ont tout simplement l'avantage de stabiliser l'oxygène par rapport au métal. Raison pour laquelle, eh bien, dans ce cas, vous avez tout simplement une liaison métal-oxygène qui est plus ionique, dont un potentiel d'électrode plus élevé. Donc voilà réellement ce qui est derrière cet effet inductif dont John Godinoff joue pas mal avec les mains. Alors on peut également jouer avec les mains
Et ce que j'aime bien en tant que chimiste, eh bien, c'est comprendre tout simplement l'ionocovalence et la liaison. Alors pour les débutants, je rappellerai qu'une liaison ionocovalente, on peut la décrire ici. Vous avez ici une liaison purement covalente, une liaison purement ionique. Et vous voyez que maintenant, si je couple mon oxygène avec un polyanion, eh bien, les entités qui vont être le soufre, le phosphore, ainsi de suite, vont dans ce cas, à raison de l'électronégativité, tirer la charge vers eux, d'où rendre cette liaison plus ionique. Et si la liaison est plus ionique, eh bien, rappelez-vous le schéma que j'ai mentionné auparavant, les niveaux antiliants seront beaucoup moins élevés et par conséquent, vous aurez une énergie ou un redox qui sera plus important. D'où c'est vraiment ce paramètre clé ou cet effet inductif qui va être, je dirais, primordial dans les deux cours qui vont suivre pour comprendre l'évolution des potentiels redox dans tous ces composés polyoniques. Et on verra comment, par la suite dans ces cours, quand on va passer des silicates aux phosphates, aux sulfates et autres, comment cette valeur des couples redox vont changer. Donc voilà, si vous voulez, une généralité sur cet effet inductif et sur ces polyanions. Maintenant, on va tout simplement passer aux matériaux qui vont nous intéresser, c'est-à-dire des matériaux, des polyoniques phosphates à base de fer. Et parmi ceux-ci, ou parmi ces derniers, eh bien, bien sûr, il y a lithium FePO4, qui est un minerai, la trifilite. Et là, je crois, pour être puriste, le minerai, la trifilite, n'est pas avec le fer, c'est avec directement le fer et le manganèse. Bien sûr, il est intéressant parce que c'est des ressources non limitées, peu de danger pour l'environnement, et ils ont également une structure relativement intéressante, comme vous pouvez voir ici. Cette structure, que si j'arrive à faire tourner, ça va être bon. Voilà directement la structure de... Ça marche ce truc? Ça va marcher. La structure d'olivine, dans lequel, dans ce cas, vous voyez, on a tout simplement d'abord des tunnels le long de l'axe B. Ça veut dire que ce qu'il faut se rappeler, ce sera vraiment important, vous avez une conduction ionique seulement le long de l'axe B de cette structure. Ensuite, très important aussi, vous apercevez qu'en cette structure, bien, les octaèdres MO6 sont isolés par les tétraèdres directement PO4. Ça veut dire qu'en ce cas, si vous allez pour avoir une conductivité électrique ou électronique, eh bien, automatiquement, elle ne sera pas délocalisée. Vous allez avoir tout simplement les électrons qui vont être localisés sur les sites du fer, fer2, fer3. Et ça, c'est très important, car ça donnera un type de conduction qu'on appelle souvent conduction polaronique, où, dans ce cas, l'électron va tout simplement se déplacer, associé à une distorsion de réseau, et sera couplé avec un ion lithium. D'où voilà, si vous voulez, cette structure, dont, bien sûr, qui était connue déjà, et qui a été étudiée pour la première fois, une fois encore, par John Godinoff, qui est finalement celui qui a amené tous les composés d'insertion à l'aspect pratique. Et voilà directement la courbe obtenue par John Godinoff. Ça a été publié, je crois, dans les années 1998-19, où vous voyez dans ce cas, ce composé, il était capable de sortir seulement 0,6 lithium, et on va voir par la suite pourquoi. Mais déjà, ce composé était relativement prometteur, mais malheureusement, il y avait une difficulté qui était tout simplement sa conductivité ionique et électrique qui empêchait de retirer tous les lithiums. Cela n'a pas empêché John Godinoff, je dirais, de prendre un brevet en 1999, dont vous voyez le brevet est indiqué ici, et ce brevet a été pris par l'Université de Texas, mais ne couvrant pas la Chine. Et c'est là que déjà la saga de l'API a commencé, puisqu'il y avait à cette époque-là un visiting professeur avec John Godinoff, par le nom de Okada, qui finalement a travaillé pendant un an, a rejoint son laboratoire au Japon NTT et a, dans ce cas, déposé un brevet par lui-même sur ces composés. D'où ça a été déjà le premier combat qu'il y a eu au départ, et bien sûr, ce gentleman a perdu son appel en cours. Alors, ces composés, comme je vous l'avez dit, ils ont des difficultés au niveau de la conductivité électrique. Je compare ici directement les composés classiques, lithium CO2, vous comparez ici avec lithium FePO4, et vous voyez que là, il y a quand même des problèmes énormes au niveau conductivité électrique. Il en est de même des conductivités ioniques, où on regarde maintenant, on compare, dans le cas du fer, ici on compare avec le manganèse, le cobalt, et ainsi de suite, vous apercevez que là aussi, il y a des conductivités ioniques qui sont relativement faibles. D'où la question qui se posait à l'époque, c'est finalement comment faire en sorte de pouvoir utiliser ce matériau, sachant qu'il y avait des limitations tant au niveau ionique qu'au niveau électronique.
Alors pour ce faire, il va y avoir deux approches. Une approche qui va consister, c'est ce qui est arrivé dans les années 2000, où il y avait, je dirais, la nanomania, tout le monde directement voué par les nanomatériaux, ou dans ce cas, eh bien, c'est très simple, on ne va pas changer du tout la propriété de conductivité ionique, puisque c'est une propriété intrinsèque des matériaux, mais on va jouer sur la taille, et on va diminuer la taille des matériaux, comme indiqué ici. Et vous apercevez qu'en diminuant la taille, mais tout simplement, l'ion lithium qui doit passer du cœur à la périphérie de la particule, eh bien, il aura tout simplement un temps de voyage beaucoup moins important, puisque la distance sera plus faible. Donc c'est ainsi que, finalement, en allant à l'échelle tout simplement des nanométriques, on peut tirer avantage de ces matériaux et avoir accès aux ions lithium à l'intérieur, et on verra par la suite par quel mécanisme. Ensuite, cela résout le problème des ions, mais si on se pose la question maintenant au niveau des électrons, eh bien, il faut avoir un point triple, c'est-à-dire une conductivité électrique et ionique pour pouvoir finalement activer ce matériau, et cela, eh bien, on va pouvoir le faire par ce qu'on appelle l'arrobage par le carbone. Et c'est effectivement ces genres de techniques qui ont été développées dans lesquelles on va voir qu'on va directement développer des particules cœur-couronne, comme indiqué ici. Ça sera fait par une chimie de greffage ou alors, voire par des traitements ou des pyrolyses de différents sucres, comme on verra par la suite. Et effectivement, grâce à cela, eh bien, on peut activer ces matériaux, et je vous montre ici ce qui a pu être obtenu en passant d'un matériau macro à un matériau nano. Bien, vous voyez que dans ce cas, eh bien, on a pu simplement augmenter la capacité de ce matériau, c'est-à-dire avoir accès à davantage d'ions à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut, par ces techniques, transformer des matériaux isolants à des matériaux d'insertion attractifs, comme on va le voir. Alors maintenant, si on couple cet aspect nanométrique eh bien, avec l'aspect d'enrobage par le carbone, eh bien, vous avez ici une manip dans laquelle une particule, et vous observez à haute résolution, avec à la surface eh bien, la couche de carbone. Eh bien, vous voyez qu'ici, à 55 degrés, ou même à température ambiante, on a des composés qui, théoriquement, sont des isolants, sont capables de conduire les ions et finalement de transporter ou de générer du courant à haute puissance. Comme vous pouvez voir ici, on peut décharger ces accumulateurs aux alentours de 5 voire 10 C, et d'ailleurs, ces matériaux seront utilisés comme matériaux de puissance. Eh bien, tout cela eh bien, a été effectué et a été directement breveté, un brevet de Michel Armand, qui date ici des années 2007, ou qu'il a été en 2007, mais il a été déposé en 2003, et rappelez-vous, cette date, c'est important. Et à cette époque, eh bien, l'Université de Texas juge que ce matériau n'est pas des plus importants et cède directement sa licence à Hydro-Québec. Et justement, Michel Armand profite de cette licence et surtout dépose son brevet sur le brevet carbone, qui va être un brevet clé et qui va finalement, je dirais, gouverner l'utilisation du lithium FePO4 par la suite, et vous verrez comment. D'où voilà directement comment ça se passe. Alors bien sûr, à cette époque-là, tout le monde commençait à apprécier, je dirais, l'importance d'un tel matériau, et il y avait un brevet qui allait bloquer, et comment on peut finalement essayer de contourner ce brevet ou faire autre chose. Et c'est là que des manips, je pense, qui étaient faites dans le bon esprit au départ, en chimie du solide, ont considéré la possibilité de faire des substitutions chimiques. C'est-à-dire, comme il se fait souvent en chimie du solide, eh bien, on a cette phase lithium FePO4, et est-ce qu'on peut faire une substitution cationique par des éléments aliovalents et ainsi de suite pour modifier cette conductivité. Et effectivement, c'est ce qui a été fait, comme indiqué ici, dans lequel, dans ce cas, on va tout simplement prendre ces différents précurseurs avec ici les impuretés, si je peux dire, qui vont être apportées sous forme d'oxalate. On suit le procédé indiqué ici, et effectivement, on peut obtenir simplement des composés substitués. Alors à l'époque, on prétend qu'ils sont substitués sur le site du fer, sur le site du lithium, excusez-moi, par rapport au site du fer, et on aperçoit ici finalement les diagrammes de diffraction X obtenus avec ces différents éléments. Vous apercevez les particules dans lesquelles, ici, on s'aperçoit
on peut faire de l'imagerie, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des substituants des métaux, avec cependant des quantités de carbone qui sont de 0,5 à 1,5%. Alors ça, c'est les résultats. Et ensuite, bien sûr, qu'en est-il au niveau des conductivités électriques? Eh bien, les conductivités électriques sont mesurées ici. Je vous rapporte directement les valeurs pour tous ces composés dopés au zircone, titane, niobium et magnésium. Et vous apercevez effectivement que dans ce cas, eh bien, on a augmenté automatiquement la conductivité électrique. D'où, si on a augmenté la conductivité électrique, on doit avoir de meilleures capacités. Et effectivement, lorsqu'on regarde ces matériaux, dont là aussi, la formule que je mets est une formule fictive, vous allez voir pourquoi, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, on obtient directement de meilleures performances. D'où, de façon claire, eh bien, grâce à cette substitution chimique, eh bien, on peut augmenter la conductivité d'un facteur 10 puissance 8, ce qui est directement considérable, et on obtient des conductivités qui sont voisines de celles que présentent les matériaux NMC, les oxydes lamellaires. Alors la question, quelle est réellement l'origine réelle? Alors c'est intéressant parce que ce papier qui a été publié dans Nature Materials est certainement un des papiers qui a été le plus cité, et vous allez voir par la suite pourquoi, certainement parce qu'il n'était pas exact. Et effectivement, l'auteur, dans ce papier, écrivait « On a vraiment un effet de la substitution chimique, mais on ne peut pas abandonner complètement le rôle joué par le carbone. » Mais cela n'a pas empêché Yadmin Chen, de MIT, de finalement déposer un brevet sur cette nouvelle méthode, d'activer électrochimiquement ces matériaux grâce à des substitutions cationiques plutôt que le carbone. Et d'ailleurs, il a même créé une compagnie pour développer ces genres d'accumulateurs qu'il a d'ailleurs vendus ou qu'il a pour fabriquer, notamment pour Black & Decker, et ainsi de suite. Et là, ça a été, je dirais, le début de grands débats, de grandes controverses. Est-ce vraiment la substitution chimique qui a un rôle important ou non? Alors, de retour, je dirais, au laboratoire, ces expériences qui sont faites partout dans le monde, mais je vais vous montrer ici une expérience qui a été faite à Amiens par Charles Delacour, qui, je pense, apporte une réponse claire et nette de ce qui se passe. En effet, vous allez avoir ici deux synthèses. Une synthèse dans laquelle les travaux de Yadmin Chen à MIT sont répétés avec les précurseurs identiques. Et ensuite, une synthèse, vous voyez ici, dans laquelle on va mettre maintenant des substituants, métaux de transition, mais on ne va pas utiliser de composés organiques, on va utiliser tout simplement des pentachlorides de métaux de transition et autres. Et on obtient effectivement, dans ce cas, des particules comme toujours. Et si on regarde maintenant les mesures de conductivité électrique de ces matériaux, on s'aperçoit effectivement que si je prépare la méthode indiquée ici, dans laquelle j'ai 1 à 1,5% de carbone, j'obtiens effectivement, je reproduis les résultats précédemment publiés. Par contre, maintenant, si je n'ai pas de composants organiques, vous voyez tout simplement que le dopage par le substituant n'apporte strictement rien, et tout ça, tout simplement, c'est de la fumisterie. D'où, bien sûr, la question, c'est quel est le devenir de ce brevet, et ainsi de suite. D'où, pour faire l'histoire courte, ça a été relativement simple. Ce brevet, il y a eu, bien sûr, un débat en cours qui a duré aux alentours de 5 ans. Finalement, c'est Hydro-Québec, je pense à juste raison, a gagné sur ce point. D'où A123 a été obligé de sous-licencer finalement la production de LFP à Hydro-Québec. Et à l'époque, ce qui est intéressant, c'est qu'Hydro-Québec a créé finalement une compagnie, une succursale de licence de la technologie LFP plus carbone. Et c'est là qu'il y a un point important, c'est que finalement, la Chine a eu l'autorisation de pouvoir produire le LFP, mais pour utilisation domestique. Et c'est la raison pour laquelle on verra par la suite qu'à ce jour, 98% du LFP est produit en Chine. Alors tout ça, si je fais maintenant ce qui s'est passé, je vous ai parlé du brevet de Michel Armand. Ce brevet de Michel Armand, effectivement, c'est celui qui s'est poursuivi pendant 17 ou 20 ans avec un amendement, mais ce brevet est terminé à partir depuis juin 2022. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut exploiter le LFP sans taux de royauté et sans
tous ces combats, je dirais, d'exploitation et de pays et tout ça. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'il y a un renouveau, pas la seule raison, mais il y a un renouveau finalement de ce LFP. Donc voilà, si vous voulez, un peu toute l'histoire derrière un matériau d'électrode qui était finalement un matériau qu'on connaissait, qu'au départ on avait négligé, on avait jeté à la poubelle parce qu'on pensait qu'il était inutile du fait qu'il était isolant et ainsi de suite, et il tourne aujourd'hui d'être le matériau le plus intéressant. Vous ayant raconté cette histoire, bien maintenant je vais un peu passer sur comment ce matériau se fabrique, comment sont ces différentes méthodes de synthèse et ainsi de suite. Et là aussi, puisqu'on parle de matériaux dans le cas de développement durable, avec du fer, du phosphate, il va falloir trouver des procédés de synthèse qui sont relativement éco-compatibles et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle, comme d'ailleurs beaucoup de matériaux d'électrode, toutes les méthodes de synthèse vont être utilisées. Il va y avoir bien sûr la méthode céramique, et on va, au fur et à mesure du temps, essayer de trouver des méthodes à plus basse température pour préparer ce matériau de façon économe. Et on va voir, durant cet exposé, toutes les techniques, de façon relativement brève, de façon hydrothermale, sol-gel, solvothermale, ionothermale, et comment tous ces composés se sont préparés. Alors bien sûr, la méthode classique, c'est tout simplement la méthode céramique, et comme indiqué ici. Dans ce cas, on peut avoir, je dirais, deux types de méthodes, ou deux types de précurseurs, dans lesquels on va prendre dans ce cas des oxalates, et dans le deuxième cas, on va prendre des nitrates comme source finalement de cations et de fer. Et on va travailler dans des atmosphères, je dirais, plus ou moins réductrices, avec, dans certains cas, la formation de contaminants ou d'impuretés, comme le F2P, comme indiqué ici. Alors, le problème, je dirais, qui est récurrent dans ces différentes synthèses, c'est de maintenir le fer, du moins au départ, dans sa synthèse, lorsqu'on passe en solution, avec des oxydations plus 2, et ensuite, avoir tout simplement des atmosphères réductrices, car sinon on peut aller, pas trop réductrices, car sinon on peut aller en fer métallique, et également on peut avoir à haute température des phases impures, telles que lithium, FeP2O7, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, le type de synthèse qui se fait. Alors ça, c'est la première approche, et ensuite, il faut systématiquement faire ce dépôt, cet enrobage par le carbone. Et cet enrobage par le carbone se fait de deux façons. Soit on peut utiliser un broyage mécanique avec le carbone, mais dans ce cas, c'est un peu empirique, et pour sûr, on ne fait pas un enrobage confocal. Ou alors, on peut faire ce qui est beaucoup utilisé, c'est la pyrolyse des sucres, notamment du glucose et du lactose, qui, à des températures de 500-600 degrés, sous atmosphère réductrice, vont vous donner une couche mince de carbone. Donc voilà à peu près, si vous voulez, au niveau synthèse céramique. Alors, un procédé qui a été utilisé, notamment développé par Hydro-Québec, a été, je dirais, la synthèse assez brutale de ce LFP, en prenant les précurseurs classiques, ici, avec un chauffage à haute température pour avoir finalement un lingot, le LFP, c'est-à-dire un matériau fondu, et ensuite utiliser toutes les méthodes de broyage qui sont, je dirais, énergétiquement très coûteuses pour finalement diviser ce matériau et obtenir une échelle relativement nanométrique, si on peut dire, à partir de laquelle ensuite, vous voyez, ils vont faire un traitement avec, dans ce cas, lactose, un glucose, pour ensuite chauffer et déposer finalement le carbone autour des grains. Tout ça, c'est une méthode qui est utilisée par pas mal de temps pour développer LFP. Une autre méthode qui a été utilisée est une méthode dans laquelle il va y avoir deux réactions interdépendantes et simultanées de certains précurseurs qui sont mélangés ensemble dans une solution aqueuse. Alors dans ce cas, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on prend ce composé qui est d'hydrogène phosphate lithium, qu'on mélange avec nitrate de fer, et ensuite, dans la solution, on va ajouter, dans ce cas, de l'acrylonitrile, qui est liquide, plus de l'acide stérique et de l'eau oxygénée. L'acide stérique, ou l'acide stéaraïque, excusez-moi, dans ce cas, va jouer le rôle directement de dispersant et garder des micelles à l'intérieur de cette solution. Et l'eau oxygénée va jouer le rôle d'initiateur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en chauffant, il va y avoir les deux réactions qui vont se produire en parallèle. On va former directement une partie, la phase solide, un solide amorphe, qui va être en même temps enrobé de cette polymère, de polyacrylonitrile. Et ensuite, en montant la température,
et bien dans ce cas, on va avoir formation de la phase LFP et en même temps dépôt de carbone à cette surface comme indiqué ici. Et bien sûr, là aussi, il faut être assez précis sur les conditions ou les paramètres de synthèse pour ne pas obtenir des phases impures que sont Fe2P, Fe3C et ainsi de suite. Donc voilà une autre méthode de synthèse qui a été fortement utilisée aussi pour la synthèse de ces matériaux. Pour descendre, je dirais, à plus basse température, eh bien, on va utiliser maintenant des systèmes, des méthodes en solution, et une méthode, je dirais, qu'on a presque développée à l'époque de ce LFP, c'est la synthèse ionothermale. Alors la synthèse ionothermale, je dirais, c'est presque rien d'autre qu'une synthèse en milieu aqueux, où dans ce compte-là, on va utiliser un liquide ionique plutôt que de l'eau. Le liquide ionique a la possibilité de solvater les différents précurseurs grâce à une très bonne constante d'électrique, mais il a l'avantage d'être stable à beaucoup plus haute température, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à des températures de 200-250 degrés, voire 300 degrés si on pousse assez loin, et surtout, il est non volatile. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des synthèses, même pas sans avoir besoin d'utiliser des bombes hydrothermales et ainsi de suite. Et effectivement, si on fait ces genres de manip, bien voilà comment on peut faire le fameux lithium FePO4, c'est-à-dire avec un bain de sable dans lequel on met un ballon rempli de liquide ionique et les précurseurs requis, et on voit tout simplement qu'après 24 heures de réaction, on peut obtenir, dans ce cas, la phase lithium FePO4, à une température de 200 à 250 degrés, et vous avez ici tout simplement la morphologie de cette phase, avec les particules comme bien décrites sur ce transparent. Donc ça, c'est une approche qu'on peut utiliser, et ensuite, on va pouvoir utiliser finalement la richesse des liquides ioniques comme, je dirais, solution de préparation de différentes morphologies. Alors, deux approches qu'on peut poursuivre ici. L'une qu'on a poursuivie, malgré que finalement que les liquides ioniques soient des milieux hydrophobes, on peut les ensemencer soit d'alcool, soit tout simplement d'eau, avec ici la présence de surfactants. Et on va utiliser tout simplement des surfactants pour créer à l'intérieur des micelles. Et lorsqu'on va mettre en avant les précurseurs, ces précurseurs vont être solubles beaucoup plus dans ces micelles, c'est-à-dire dans le milieu aqueux, et on va, dans ce cas, créer finalement des nanoréacteurs. Et grâce à ces nanoréacteurs, on va pouvoir orienter la forme et la taille des particules. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait ici. Vous voyez, en haut, une synthèse qui a été faite dans un milieu pur liquide ionique, où on s'aperçoit qu'on a une croissance en parallélépipède, si je peux dire, ou en aiguille, alors que maintenant, si je travaille dans ce milieu dans lequel j'ai créé des micelles d'eau, je m'aperçois que je peux faire, dans ce cas, de très bonnes, des particules nanométriques, et ainsi de suite. Alors finalement, pourquoi et qu'est-ce qu'il y a de magique sur ces liquides ioniques ? Bien, ce qu'il y a de magique sur ces liquides ioniques, c'est finalement leur richesse. Leur richesse, car ils sont constitués de paires de cations et d'anions. Et on peut changer totalement la chimie du cation en changeant la longueur de ces groupes alcanes, en changeant les groupes terminaux, soit par des cyanures, soit par des hydroxyles, soit par des trifluorures, et ainsi de suite. Et on peut également changer la nature ici du composant. On peut avoir du pérylonium, de l'imidazolium, et ainsi de suite. Et tout ça, va nous donner un degré de liberté énorme pour utiliser le liquide ionique comme agent dirigeant ou agent directeur dans la synthèse du matériau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir nucléer ou ajuster la nucléation et la croissance. Et c'est la raison pour laquelle on peut obtenir toutes ces morphologies indiquées ici. Alors bien sûr, cela demande quand même de jouer pas mal avec la synthèse, mais c'est cette panoplie de morphologies que l'on peut obtenir. Et alors tout cela, ça se fait une fois de plus à des températures relativement faibles, 200 à 250 degrés, comparé à des températures de 700 ou 800 degrés que vous utilisez dans le cas des méthodes céramiques. Et ça pourra s'appliquer, comme on verra par la suite, à pas mal de polyanioniques, les phosphates, les silicates, et même d'ailleurs les sulfates, car c'est grâce à ces méthodes de synthèse qu'on a pu découvrir certains sulfates. Donc voilà, si vous voulez, un aspect important dans la synthèse. Alors maintenant, on va continuer à aller encore à plus basse température, et on va finalement arriver à la synthèse, que je vais dire, en milieu aqueux.
Alors cette synthèse en milieu aqueux, comme je vous l'avais déjà dit, c'est-à-dire qu'on va opérer dans ce cas avec du fer plus 2, du fer plus 3, et la difficulté, c'est que lorsqu'on fait des synthèses en milieu aqueux, si on passe par des hydroxydes de fer, eh bien, il va falloir empêcher d'avoir le fer plus 3. Alors là, il va falloir ajuster le pH. Et pour ajuster le pH, eh bien, une méthode qui a été développée a été qu'on appelle la méthode des bases latentes. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, je vais utiliser un précurseur qui va avoir un double rôle. Ce précurseur, lorsque je vais le chauffer, eh bien, il va dégager la base, il va me basifier le milieu. Et c'est ce qu'on fait avec l'urée ici. On peut prendre de l'urée que vous mettez dans un milieu aqueux ou dans un milieu diol, et dans ce cas, vous voyez que la réaction qui se passe à une température relativement faible, 110 degrés, eh bien, on a libération de molécules d'ammoniac qui vont basifier le milieu et par conséquent, eh bien, assurer qu'on n'ait pas ce fer plus 3. Eh bien, grâce à cela, on peut faire par cette simple réaction lithium H2PO4 plus un sulfate de fer en présence d'urée, eh bien, on peut obtenir la phase lithium FeO4 plus ce produit secondaire qui est un produit, je dirais, relativement éco-compatible puisqu'on peut l'utiliser comme dans l'engrais et ainsi de suite. Et dans ce cas, on s'aperçoit que même en termes d'économie d'atomes, on utilise tout simplement un mélange 1,1 d'urée et, dans ce cas, de lithium H2PO4. D'où on peut, par cette méthode, eh bien, obtenir également le LFP à des températures relativement faibles. Et vous avez ici le descriptif d'une expérience que nous avons conduite, dans lequel vous avez tout simplement le conteneur où la réaction s'est passée, c'est-à-dire une bombe hydrothermale, où on peut mesurer la pression, et on peut également, dans ce cas, retirer des parties de la solution en fonction du temps. Et vous avez ici l'évolution du pH en fonction du temps, au fur et à mesure que l'on augmente en température. Et bien, grâce à cela, on peut également obtenir ici la phase LFP, comme indiqué ici, aux environs de 3 heures. Vous partez finalement du matériau, du phosphate hydraté, vous passez à cette phase Fe3PO4 deux fois, et ensuite vous transformez à une température de 180 degrés avec 2 ou 3 heures, et bien, tout simplement, la phase lithium FePO4 qu'on peut obtenir par cette méthode. Donc voilà aussi différentes méthodes de synthèse que l'on peut utiliser pour préparer cette phase lithium FePO4. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on n'a que du fer plus 2, comme indiqué tout simplement par le mass Bauer, ici, où on n'aperçoit aucun, je dirais, critère, aucune signature du fer plus 3 à cette position ici. D'où ça, bien, on peut utiliser une fois de plus pour faire des matériaux à morphologie contrôlée. Vous avez ici les résultats qu'on a pu obtenir par cette méthode de synthèse, avec les courbes électrochimiques et les tenues en cyclage. Et également, on peut utiliser cette approche relativement intéressante en changeant finalement d'autres molécules qui peuvent agir en tant que base latente, et notamment dans ce cas, c'est une manip dans laquelle on a pris le méthylformamide à base latente, et dans ce cas, on peut avoir une décomposition, et en même temps, on peut générer du carbone à la surface des particules, raison pour laquelle on peut obtenir ces genres de performances comme indiqué ici. Alors, ce qui est à signaler quand même, c'est des manifs qui se font à des températures de 200-250 degrés, et dans certains cas, on est obligé de remonter à 500 degrés C pour avoir des comportements relativement corrects. D'où on est actuellement à des températures de 150 à 180 degrés, et la question était, est-ce qu'on peut encore aller plus bas? Et ça, effectivement, ça s'est réalisé une fois de plus par le même gentleman, ici Charles Delacour, qui était un PhD à Amiens, qui cette fois, bien, tout simplement, a repris le problème bras le corps et a fait des calculs thermodynamiques pour comprendre finalement ces diagrammes de solubilité pH et pour déterminer finalement à quel pH cette phase lithium FePO4 se formait. Et c'est ainsi, comme vous le voyez très bien sur ces diagrammes, il faut tout simplement être un pH aux alentours de 7, comme indiqué ici. Alors la question, c'est comment peut-on la former? Mais si je travaille en milieu aqueux, eh bien, automatiquement, j'ai une température qui ne va pas être assez élevée pour aller nucléer ou cristalliser cette phase. Et l'idée, je dirais, géniale, peut-être, géniale, ouais, ça a été tout simplement de rajouter
dans ce cas, un solvant DMSO, et ce solvant DMSO a permis d'élever le point d'ébullition et par conséquent, finalement, d'atteindre, je dirais, la température de nucléation de la phase lithium FeO4. D'où, ayant fait cela, ensuite, en jouant sur la cinétique des réactions, c'est-à-dire cinétique des réactions en ajustant la quantité des différents ingrédients, en ajustant également la croissance, où on peut ajuster finalement le croissance, le vieillissement, et jouer sur la morphologie des particules. Et on va voir ici qu'on peut obtenir des particules de taille nanométrique qui vont s'avérer très importantes par la suite. La seule difficulté de cette synthèse, eh bien, c'est que, je ne vous ai pas montré ici par le mass Bauer, mais c'est qu'on a encore des quantités de fer plus 3 qui vont être relativement importantes par la suite, et vous verrez pourquoi. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut synthétiser tous ces matériaux, et ça vous montre finalement la richesse qu'il y a au niveau de synthèse pour obtenir cette fameuse phase lithium PO4. Et vous voyez ici que cette méthode, eh bien, elle peut produire ou conduire à des poudres, je dirais, très monodisperses, comme indiqué ici, avec des températures moyennes de 140 nanomètres. Et on peut aller, je vous montrerai par la suite des photos, où on a pu obtenir des particules de 40 nanomètres qui vont avoir un rôle important pour la compréhension du système. Et là aussi, chaque fois que vous faites ces synthèses, eh bien, vous allez les caractériser, et vous avez ici, tout simplement, la courbe électrochimique et les comportements en puissance. Alors, ce qui est à noter ici, vous voyez que j'ai mis, c'était des matériaux qui ont été, une fois de plus, préparés à température de 110 degrés, avec quand même un traitement à 300 ou 400 degrés par la suite. Mais dans ce cas, eh bien, on peut faire un simple mélange avec du carbone. On n'a pas besoin de faire un dépôt nanométrique de carbone, et on peut obtenir des comportements en puissance relativement intéressants. Donc voilà, si vous voulez, je vous ai montré un peu l'histoire de ce fameux LFP. Je vous ai montré maintenant les variétés de synthèse qui ont été développées. Et ça, je dirais, c'est systématique à tous les matériaux d'électrode. On va passer toutes les méthodes en revue. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans la science, si je peux dire, et aller dans la compréhension de ce système. Pourquoi ce plateau? Qu'y a-t-il derrière ce plateau? Est-ce que ce plateau est toujours là? Est-ce qu'un comportement biphasé? Est-ce qu'un comportement monophasé? Et ainsi de suite. Alors, tout d'abord, bien sûr, lorsqu'on savoir un plateau comme ça, le premier électrochimiste va nous dire eh bien, automatiquement c'est un domaine biphasé. Et effectivement, il n'a pas tort. Si on prend des diagrammes de diffraction X, eh bien, on s'aperçoit que dans ce cas, effectivement, on a la réaction d'oxydoréduction avec les deux phases, la phase LFP et la phase simplement FPO4. Vous voyez qu'effectivement, il y a deux domaines, il y a un domaine biphasé, d'où on a bien une réaction biphasée. La question, lorsqu'on regarde cette courbe, est, regardez ici, il y a quand même un petit domaine ici où on a une certaine courbature, et la question, quelle est la signification de cette courbature? Qu'est-ce qui existe? Est-ce que c'est un début de solution solide ou pas? Donc la question était là, et effectivement, quel est le potentiel d'équilibre? Que se passe-t-il en fonction de la température, et ainsi de suite. D'où c'est le genre de questions qu'on va adresser maintenant, et voir finalement quel est le diagramme de phase de ce système, soit à température ambiante, soit en fonction de la température. Et si on regarde en fonction de la température, mais ça c'est rien d'autre que des manips qui ont été faits avec des chambres chauffantes, dans lesquelles on prend le composé, et ce que je prends ici c'est un composé de composition lithium 068 FePO4, qui est biphasé, que j'ai préparé par synthèse soit électrochimique, soit directement par synthèse chimique avec oxydation avec NO2BF4, et ensuite eh bien, je vais chauffer au fur et à mesure. Et vous voyez que j'ai toujours les deux phases, et à partir de 290 degrés ou 300 degrés, eh bien, ces deux pics fusionnent en un, qui indique qu'à plus haute température, j'ai vraiment un domaine monophasé. Et on peut directement s'amuser maintenant à tracer finalement le diagramme monophasé à 350 degrés, en s'amusant à préparer toutes les différentes compositions, et en les chauffant à 350 degrés, et on obtient, comme vous pouvez voir ici, à 350 degrés, voilà tout simplement le diagramme, si je peux dire, du lithium dans le lithium FePO4, bien vous apercevez qu'effectivement, on a une variation continue des paramètres de maille qui indiquent effectivement qu'à 350 degrés, j'ai une solution solide. Donc, ayant fait cela, la question c'est, oui, 350 degrés c'est bien, que se passe-t-il à température ambiante? Alors on peut maintenant exploiter tous ces résultats et les plotter de façon différente, dans lequel maintenant, eh bien, je récapitule tous
ces études du diagramme de diffraction X dans ce diagramme indiqué ici, en fonction de la température. Et vous voyez effectivement, vous retrouvez ici, dans le cas où je suis aux alentours de 350 degrés, ce que je vous ai montré auparavant, eh bien, les variations, l'existence des phases. Et maintenant, lorsque je refroidis, eh bien, je vais avoir tout simplement une ségrégation de phases, c'est-à-dire que je vais avoir tout simplement un domaine biphasé. Je vais passer d'un domaine monophasé à un domaine biphasé. Et je peux aller plus loin et montrer maintenant que finalement j'ai même deux domaines, deux gammes de solubilité, comme indiqué ici, en fonction de x. Avec la question, vous voyez, j'ai une solution solide jusqu'à 145 ou 125 ou 130 degrés. Donc question, est-ce qu'on peut réellement avoir une solution solide à température ambiante? D'où pour avoir une solution solide jusqu'à température ambiante, eh bien, il faut comprendre un peu ce que c'est, c'est-à-dire que finalement, dans ce cas, dans des matériaux qui sont des matériaux de 140 nanomètres, ainsi de suite, c'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, vous avez une compétition entre l'énergie nécessaire pour avoir au sein de la même particule le composé biphasé ou pas. Et lorsqu'on va tout simplement bien, décroître la taille des particules, eh bien, on va relâcher ou relarguer ces contraintes et théoriquement, on devrait eh bien, obtenir des solutions solides. Bien, effectivement, on peut dans ce cas bien, décroître la taille des particules et passer à des particules comme on peut voir ici, de 40 nanomètres. Et voilà des particules obtenues par la méthode de synthèse que je vous ai mentionné auparavant. Et si je regarde maintenant sur ces particules, eh bien, je fais mon diagramme de diffraction X. Eh bien, qu'est-ce que j'observe? J'observe que maintenant, je n'ai plus un domaine biphasé, mais j'ai une solution solide. Ça veut dire que l'on peut préparer à température ambiante, les phases lithium 0,5 ou lithium 0,4, ainsi de suite. Alors tout ça, est-ce que c'est parfaitement exact? La difficulté, et je dirais la critique qu'il y a eu sur ce travail, c'est que malheureusement, c'est des matériaux qui ont encore, comme vous le voyez ici, qui ont maintenant des lacunes. Bon, en lithium, ça ne me gêne pas tellement, mais des lacunes en fer. D'où la question, quel est le rôle de ces lacunes en fer? Et est-ce que c'est ces lacunes de fer qui vont, finalement, déclencher cette solution solide à température ambiante? Et là aussi, ça a encore généré beaucoup de controverses et des travaux parallèles. Donc, des travaux de Yamada, que je vais vous présenter maintenant, qui, par des synthèses, je dirais une synthèse différente, synthèse de solution mais différente, a réussi à préparer cette panoplie de particules de lithium FeO4, comme indiqué ici, avec, comme on peut voir ici, des tailles différentes de 100, 80, 40. Et dans ce cas, regardez, il n'y a pas de FeF3+, dans ces composés. D'où, dans ce cas, eh bien, il a essayé effectivement de stabiliser cette phase, je dirais, solution solide à température ambiante, et pour les raisons que je vous ai mentionnées, automatiquement, ces solutions solides eh bien, ont davantage de possibilités d'exister pour des particules nanométriques, ainsi de suite, d'où il a tout simplement travaillé dans ce domaine et travaillé finalement à côté de cette composition x égale 0,93. Alors dans ce cas, les échantillons ont été préparés, bon, on prépare du LFP, ensuite on fait une oxydation avec un E2BF4 pour obtenir la phase FePO4, et cette phase FePO4 est relithiée ensuite par réduction en fonction de l'iodure lithium dont je vous ai mentionné comment il fonctionnait la fois avant. Et il a pu obtenir ces différentes compositions. Ensuite, ayant obtenu ces différentes compositions, eh bien, il peut maintenant regarder tout simplement le diagramme de diffraction X et il s'aperçoit qu'effectivement, lorsqu'on a des particules de 200 nanomètres, eh bien, on aperçoit les deux phases, la phase de lithier trifélide et la phase délithier. Lorsqu'on décroît la taille, eh bien, on s'aperçoit que la phase délithier diminue, ou plutôt la phase qui est directement du plateau, qui est la phase de 0,60. Et finalement, lorsqu'on est à 40 nanomètres, eh bien, on s'aperçoit qu'en ce cas, on n'a plus qu'un seul pic, et on peut fitter cette phase, et on s'aperçoit qu'elle a un paramètre de maille intermédiaire entre une phase du domaine biphasé et la phase de lithium FeO4 pur. Et cela, c'est l'évidence directe que l'on peut obtenir effectivement une solution solide à température ambiante. D'où, pour résumer et pour retomber sur les courbes, vous voyez que maintenant, si je regarde la variation du potentiel en fonction de la composition pour des particules allant de 40 à 80 à 200 nanomètres, vous apercevez ce qui est relativement classique, c'est lorsqu'on passe à l'échelle nanométrique, bien, on a ces courbes, ou ces plateaux,
qui se transforment ou qui prennent la physionomie des courbes en S. Pour la bonne et simple raison, c'est que maintenant, on a une distribution du potentiel à la hauteur de chaque particule, nanoparticule, comme indiqué ici. Donc voilà, finalement, le point sur ce qu'il y a derrière ce plateau. Vous voyez qu'en ce cas, là aussi, ce n'est pas si simple que ça. Ça dépend tout simplement du nombre de défauts, la taille dépend de nos particules, pour savoir si le domaine, la réduction va être monophasée ou biphasée, et ainsi de suite. Alors maintenant, l'autre question qui se posait, par quel mécanisme de lithiation on peut avoir accès à lithium FeO4? Bon, là aussi, rappelez-vous, c'est un très faible conducteur électronique. Il y a un gap théoriquement optique de 2,7 à 8,8, mais on a dans ce cas des polarons qui vont nous permettre finalement d'avoir une conduction électronique avec moins d'énergie, si je peux dire, et ainsi de suite. D'où, comme dans beaucoup de disciplines, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, on essaie toujours d'appliquer les anciens modèles à ce qui existe aujourd'hui. Alors effectivement, les modèles lithiation que vous connaissez tous, c'est ce fameux modèle cœur-coquille qui a sens, c'est-à-dire que si j'ai une particule, lorsque je vais sortir le lithium, je vais le sortir directement de l'extérieur et je vais progresser vers l'intérieur. OK? Donc voilà un premier modèle. Un deuxième modèle, qui est un peu plus sophistiqué, mais pas beaucoup plus, c'est le modèle que j'appellerais le modèle radial ou le modèle mosaïque. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, c'est à peu près le même modèle, mais à la différence que je vais avoir différents sites actifs ou des sites de nucléation sur différentes particules. Sous le site de nucléation ne va pas être totalement homogène. Alors ces modèles sont relativement intéressants, ont marché pour pas mal de composés, ils marchent certainement pour les composés lamellaires. Par contre, ces modèles ignorent totalement que dans ces particules, on n'a pas une conduction ionique isotrope, mais on a une conduction ionique dans une direction qui sont directement les canaux ou les canaux B de ma structure. Donc par conséquent, ces modèles ne fitaient pas. D'où, il a fallu chercher d'autres modèles, et pour ce faire, on a eu recours à la microscopie électronique à haute résolution. Alors je vais essayer de vous expliquer clairement quelles sont les manips, qu'est-ce qu'il y a en jeu dans cette photo qui contient pas mal d'informations. Alors tout d'abord, ça c'est un composé qui a été préparé avec une composition de lithium 0,45 FePO4, d'où théoriquement qui est un composé biphasé. Et dans ce cas, ce qu'on regarde, c'est une plaquette posée directement sur le plan de direction perpendiculaire à 0,10. Ça veut dire que les canaux d'entrée et de sortie du lithium sont selon cette direction. Et lorsqu'on regarde par microscopie, on s'aperçoit qu'on a directement, effectivement, on a dans ce cas, à l'intérieur de la particule, on a FeO4, à l'extérieur de la particule, on a lithium FeO4. Et là, on a une interface. Et cette interface, si on fait tout simplement la transformée de Fourier des images haute résolution dans cette interface, on a ce cliché électronique dans lequel on a des tâches qui correspondent à la fois à la phase LFP et à la fois à la phase FP. Donc déjà, cela pas remis en cause, puisque c'est des manips qui sont faits de façon ex situ, au domaine biphasé dont je vous avais parlé auparavant. Mais ça, c'est relativement intéressant, car ça nous permet de comprendre, finalement, ce qui se passe dans ce composé. Et vous voyez qu'on a un composé dans lequel, qui est relativement surprenant, rappelez-vous le modèle de Korshel que j'ai mentionné auparavant, dans lequel le lithium sortait de l'extérieur. Et bien, dans ce cas, le lithium, il ne sort pas de l'extérieur, il sort de l'intérieur du composé. C'est-à-dire que FeO4 va se trouver à l'intérieur du composé. Et pour directement supporter tout cela, on va faire tout simplement de la spectroscopie de perte d'électrons pour caractériser les phases à différents espaces de cette particule. Et ce que vous regardez ici, c'est les signatures L2 et L3 du seuil du fer par Hills. Et vous apercevez que la phase FePO4, lithium FePO4 avec le fer plus 2, a la perte d'énergie aux alentours de 708, qui est relativement différent par rapport à la phase Fe3+, de FePO4. Mais certainement, la signature la plus intéressante et la plus rapide à voir, c'est la signature au niveau K de l'oxygène, où on s'aperçoit finalement qu'il y a un prépic dans la phase FePO4. Et ce prépic, c'est celui qu'on va utiliser pour directement localiser la phase FePO4 dans notre particule. Et en effet, maintenant, si je prends une particule, voilà, et lorsque je fais du Hills, je vais scanner la particule sur la surface, une particule de 200 nanomètres, et je vais dire simplement
dans ce cas, collecter différents spectres Hills. Et vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, on a les différentes intensités, et regardez, lorsqu'on arrive dans le cas du milieu de la particule, on obtient la phase FPO4. Et cela est bien représenté ici, où je suis en train de schématiser la particule plate, une plaquette, avec les différentes zones, et vous apercevez effectivement que la zone LFP est à l'extérieur, et la zone FP est à l'intérieur. D'où la question, c'est finalement comment eh bien, cela peut se produire, et qu'est-ce qui se passe. Eh bien, pour cela, on a tout simplement proposé le modèle indiqué ici, où, dans ce cas, eh bien, il va y avoir tout simplement une déliciation qui va se faire le long des canaux B, comme indiqué ici. Le long des canaux B, qui sont à l'interface entre la phase conductrice, dans laquelle il va y avoir une riche quantité de polarons associée à la phase FPO4, associée au fer plus 3, et la phase déprivée, qui va être lithium-FPO4. Et on va tout simplement avoir une migration de cette interface par un retrait du lithium des différents channels qui va directement aller vers l'intérieur de la particule. D'où voilà ce qui se passe, et c'est vraiment l'axe B qui va contrôler la réactivité et la diffusion du lithium. Et ce modèle, je dirais, a été supporté, même de façon plus élégante, par Claude Delmas à l'époque, en proposant son modèle domino, où dans ce cas, eh bien, tout simplement, il considère une interface, et comme dans ce cas, cette interface va se propager comme une onde vers l'extérieur de la particule, comme vous pouvez voir ici, comme réellement un domino. D'où, voilà, si vous voulez, ce qu'il y en est du mécanisme. Alors la question, c'est quelle est l'influence de ce mécanisme sur l'utilisation de ces matériaux? Eh bien, tout simplement, ça vous montre qu'on a une direction, une diffusion 1D, ça veut dire que si je veux adapter ma morphologie des matériaux, eh bien, j'aurai grand intérêt à avoir des particules relativement minces selon la direction B, et bien sûr, ensuite, eh bien, ça veut dire que dans ce cas-là, il sera intéressant de synthétiser des nanoparticules avec une orientation préférentielle. Donc voilà, si vous voulez, un peu l'histoire de ce lithium FPO4, et qui va se terminer, et c'est des résultats plus ou moins récents, mais qui sont relativement intéressants, même surprenants, qui ont été publiés il y a de cela 4 ou 5 ans. Alors ces résultats eh bien, vont pas remettre en cause ces modèles, mais apporter, je dirais, une dimension supplémentaire, car c'est des résultats qui vont montrer que finalement la phase lithium-FeO4 a un effet de mémoire. Et ça, c'est les travaux d'un collègue suisse, Peter Novak, qui montre finalement que si vous prenez LFP, vous voyez le premier cycle de LFP, classique en noir, 100%, 100% de décharge parfait, et ensuite il s'est amusé finalement à faire des charges partielles. Donc là, il fait une charge partielle de 30%, il fait une charge partielle de 50% et de 70%, okay, en bleu. Et ensuite, il recharge. Et qu'est-ce que vous apercevez? Vous apercevez qu'il y a un surpotentiel juste à l'endroit où il s'est arrêté à 30%, à 50% et à 100%, et à 75%. Et ça, c'est ce qu'il a associé à un effet mémoire du matériau. Et c'est un effet mémoire, c'est-à-dire c'est comme une mémoire, vous pouvez l'inscrire, et ensuite, le cycle suivant, vous pouvez l'effacer. Et là aussi, eh bien, cet effet mémoire, eh bien, il a caractérisé, il a essayé de trouver finalement quelles sont les signatures électrochimiques que l'on peut voir. Et les signatures électrochimiques qu'on peut voir, c'est que finalement, lorsque vous comparez dans ce matériau d'électrode eh bien, des mesures en GITT, qu'on peut voir ici, et des mesures en constant courant, en bleu, et vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, il y a tout simplement un surpotentiel, une différence potentielle. Et ça, je dirais, c'est un aspect qui est relativement important et qui semble être nécessaire, pas suffisant, pour avoir cet effet mémoire. Car en effet, si vous faites les mêmes expériences dans le cadre eh bien, du composé lithium 4I512 qu'on a vu la dernière fois, qui a un très beau plateau, avec même l'histoire de solutions solides, eh bien, vous n'avez pas du tout ce comportement. Alors bien sûr, cet effet mémoire peut avoir certains inconvénients, si vous voulez contrôler finalement l'état de santé de la batterie en fonction du potentiel, mais je tiens à souligner quand même, et surtout, ne faites pas de confusion, cet effet mémoire n'a rien à voir avec les effets mémoire dont vous avez entendu parler sur les batteries nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure, ça n'a strictement rien à voir. Dans ce cas, c'était tout simplement les formations d'autres phases qui existaient et qui étaient responsables de cet effet mémoire. D'où voilà, si vous voulez, un peu la science derrière tout ce lithium FPO4. Et maintenant, on va passer
je dirais, un peu plus à des problèmes plus intéressants au niveau application, c'est-à-dire ce composé maintenant, je vous ai montré, j'espère, qu'il a toutes les propriétés requises pour être un composé d'électrodes, mais il y a encore des figures de mérite à regarder, et notamment une figure de mérite, quelle est finalement sa stabilité à l'air. D'où là aussi, beaucoup d'études qui ont été faites, parce qu'au départ, bien sûr, on comptait que ce composé était stable et qu'il n'allait pas bouger à l'air. Et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas, car on s'aperçoit finalement que si on laisse un tel composé à l'air, eh bien ici, vous avez tout simplement le paramètre de maille en fonction du nombre de jours aux différents traitements. Et on s'aperçoit que finalement, si vous laissez ce composé à l'air à température ambiante pendant 21 jours ou pendant un mois, eh bien, si vous mesurez le paramètre de maille, eh bien, vous apercevez dans ce cas que le paramètre de maille a diminué, d'où ça veut dire que si le paramètre de maille diminue, vous allez créer une certaine oxydation de fer plus 2 en fer plus 3, vous créez du fer plus 3. Fer plus 3, eh bien, qu'on peut voir directement effectivement par Mass-Bauer, et ainsi de suite. D'où ça veut dire que ce composé, eh bien, il évolue. On peut le voir d'un point de vue électrochimique. Voilà directement deux courbes électrochimiques. Vous avez ici en noir le composé qui a été utilisé après stockage pour une semaine. Et ici, un composé qui a été stocké pendant 3 semaines. Et automatiquement, si vous avez dans ce cas oxydé Fe plus 3 à l'air, automatiquement, lorsque vous allez oxyder votre produit par la suite, il va vous rester beaucoup moins de Fe plus 3 oxydé, d'où la raison pour laquelle votre charge est nettement plus courte. Donc voilà, c'est des difficultés qu'il y a. Alors comment expliquer cela? Bon, ce n'est pas, je dirais, très sorcier. Ça revient toujours au même problème, dans lequel, dans ce cas, vous avez du lithium, vous avez de l'humidité, et on a, dans ce cas, formation de groupes hydroxyles. Ces groupes hydroxyles vont pouvoir ensuite, eh bien, soit former directement des cristaux ou des clusters de LiOH qui vont être dans la SEI, ou alors vous pouvez avoir également la formation d'une autre phase qu'on verra par la suite, qu'on appelle une taborite, lithium Fe, PO4OH. Et cette phase aussi va être, je dirais, néfaste. D'où par conséquent, là aussi, eh bien, lorsqu'on va utiliser lithium PO4, il y a quand même certaines conditions de manutention qui sont importantes à considérer. D'où ça, c'est ce qui se passe, je dirais, à température ambiante, à l'humidité, ou avec, je dirais, généralement, eh bien, un peu de température à 120 degrés. Et la question ensuite était, finalement, quelle est la stabilité thermique de ces phases à l'air, ou ainsi de suite. Alors là aussi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est une manip qui est très surprenante. C'est-à-dire que lorsqu'on a pris ce composé et qu'on l'a mis à température à l'air et on l'a chauffé, eh bien, on a vu directement une prise en masse. Et cette prise en masse était relativement surprenante et qui nous a pris quand même pas mal de temps pour comprendre ce qui s'est passé. Eh bien, dans ce cas, ce qui s'est passé, c'est que finalement, on a, à des températures de 250 degrés, vous voyez, un changement de diagramme de diffraction X, et on a, dans ce cas, une migration du fer, des sites du fer. Il y a du fer qui est directement exclu de l'échantillon et qui va réagir avec l'oxygène directement environnant pour créer une phase Fe2O3. Et cette phase Fe2O3, eh bien, là aussi, on peut s'apercevoir qu'on peut, en phase de température, stabiliser notre phase spinelle à une température de 250 degrés qui va être lacunaire, cette fois en lithium, mais également en fer. Ça veut dire qu'on a une migration du fer, et bien sûr, dans ce cas, on a un mélange d'anticites dans cette nouvelle structure olivine à 250 degrés C. Et vous voyez que le comportement électrochimique, eh bien, est, je dirais, totalement différent. D'où voilà, si vous voulez, un peu toute cette histoire sur lithium PO4. D'où, pour conclure, eh bien, finalement, c'est quoi ce matériau? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour conclure, je fais directement une comparaison ici sur des manips à 45 degrés ou à 55 degrés, avec maintenant les concurrents que sont les phases NMC et NMC pour le moment. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, le lithium phosphate, à haute température, eh bien, ne performe pas aussi bien que le NMC. Car là aussi, il y a encore quelques difficultés associées au matériau d'électrode par lui-même. De plus, malgré cela, eh bien, il y a aussi le fait que, eh bien, je vous avais mentionné depuis le départ, lorsqu'on regarde cette phase de lithium FiO4, eh bien, on a un polyanion. Et ce polyanion, eh bien, il a une charge qui est nettement supérieure à l'oxygène.
D'où une pénalité en termes de masse. Et cette pénalité, vous la retrouvez ici, tout simplement, sur gravimétrique et sur volumétrique. Là aussi, volumétrique, rappelez-vous que la densité de NMC est aux alentours de 5,1, la densité de LFPO4 est de 3,4. D'où vous allez avoir également une pénalité ici. D'où, ce qu'il faut regarder, c'est quand même, bon, LFPO4, eh bien, on est parti d'un matériau délaissé, banni, et maintenant, c'est un matériau des plus prisés de nos jours. Il réunit sécurité, écocompatibilité, avec de bonnes performances, malgré que la densité d'énergie ne soit pas complètement là. Bien sûr, ces densités d'énergie inférieures à NMC, on verra par la suite ce qui en sera et comment on pourra lutter sur cela. Pour montrer, finalement, je dirais, l'engouement qu'il y a pour ce matériau, ce regain d'intérêt, et je vous montrerai quelques transparents qui sont les demandes à l'FP par différents secteurs, concernant bien la mobilité, la plupart mobilité est indiquée ici, les coûts, les prévisions des coûts sur ces matériaux, mais ce qu'il y a de plus important, et qui va boucler avec le commentaire que je vous ai fait auparavant, c'est où sont les producteurs de LFP. Bien, tous les producteurs de LFP sont en Chine à 98%. Raison, car c'est eux qui ont eu directement la chance et le privilège de pouvoir développer ce matériau pour leur utilisation chez eux et ainsi de suite. Et une filière devrait voir le jour en Europe, peut-être en 2025. Il semblerait qu'il y ait peut-être une filière qui fera ça. Alors, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, je pense que Philippe, vous l'avez mentionné dans son exposé lors du premier cours, LFP revient également au niveau du recyclage et tout. Et voilà, si vous voulez, ici, quelles sont les prédictions de différents constructeurs automobiles dans le futur à l'utilisation de LFP. Et vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, on va dire, allez, de façon claire, au jour d'aujourd'hui, tout le monde était toujours sur NMC. Et vous voyez que maintenant, bien, vous apercevez, alors 2022-2023, vous ne faites pas de soucis, il y a plus ou moins de 3 ans, ce n'est pas grave, mais vous voyez directement que la plupart des constructeurs automobiles commencent à planifier l'introduction ou l'implémentation de LFP dans le matériau. Et bien sûr, tout ça a été une fois de plus, je dirais, tiré par Tesla, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, un peu l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui sur LFP, tant au niveau scientifique, tant au niveau propriété industrielle, et comment un matériau dans lequel finalement on s'était trompé, qu'on avait délaissé, est aujourd'hui devenu un matériau certainement des plus importants. Et j'espère qu'il y en a d'autres, et c'est à vous de les découvrir. Sur ce, écoutez, je voudrais terminer mon exposé, vous remercier et prendre des questions s'il y en a.